Et je pense qu'un drame comme celui de Méron est de nature à permettre à chacun de faire le bilan, d'examiner ses actes et de progresser vers plus d'intégration dans la société israélienne. Stéphane Amar, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes donc journaliste et on va essayer de voir ensemble un peu de quelle manière cette tragédie va influencer sur les rapports entre le monde orthodoxe religieux et le monde laïque et peut-être aussi l'État d'une certaine manière. Je voudrais savoir d'abord, Stéphane, de quelle manière on analyse, de quelle manière on parle de ce drame dans le monde, dans la rue orthodoxe religieuse en Israël. Mais je pense que ce qu'on a pu constater à l'occasion de ce drame, c'est que la société israélienne n'est finalement pas si désunie que ça, puisque la manière dont le drame est ressenti dans la communauté orthodoxe est la même que la manière dont c'est ressenti dans la société en général. Il y a évidemment énormément de peine, et énormément de tristesse, et je dirais même aussi de révolte autour de ce qui s'est passé. Et ça, on l'a vu par exemple à travers aussi les dons de sang qui ont été faits à Tel Aviv. C'est un sentiment qui est partagé par l'ensemble de la communauté nationale. Et cette fois-ci, même si ça n'a pas toujours été le cas, on voit bien que la société orthodoxe est partie intégrante de la société israélienne en général. Alors, vous dites ça en particulier, on l'avait vu lors de la crise du Corona, où on avait montré du doigt un peu justement cette communauté orthodoxe à cause justement du refus d'obtempérer justement à toutes les conditions sanitaires qui existent et qui existaient plus exactement pendant cette période du Corona et qui avaient été donc montré du doigt. Cette fois-ci, on a l'impression qu'il y ait donc une entente un peu générale autour d'un consensus général. Est-ce que c'est aussi ressenti dans le monde orthodoxe, ce consensus général ? Ce qui est ressenti, je pense, dans le monde orthodoxe, c'est cette nécessité de s'insérer de plus en plus et sans ambiguïté, disons, dans les structures de l'État. On voit bien que, et on se rend compte, je pense, dans le monde orthodoxe, on ne veut plus vivre en marge de la société, en marge des structures étatiques. Dans un monde moderne, dans un monde technologique comme le nôtre, il est évident qu'il faut accepter certaines règles, il faut travailler en commun, en l'occurrence avec les forces de sécurité, avec les services d'urgence, avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Justice. Quand on organise un événement de cette taille, un événement qui rassemble autant de monde, il est évident qu'on ne peut pas le faire avec amateurisme, on ne peut pas le faire seul dans son coin, on ne peut pas le faire en ignorant les consignes minimales de sécurité, et je pense qu'il y a cette conscience qui est en train de s'emparer véritablement du monde orthodoxe. Alors cette conscience, est-ce qu'elle vient du chétard, de la rue, ou est-ce que c'est un mouvement qui est partagé aussi par les dirigeants ? Alors c'est tout le problème, si vous voulez, du monde orthodoxe, c'est qu'il y a une véritable volonté de la base, je dirais, du peuple orthodoxe de s'intégrer. On le voit très bien, par exemple, dans le monde du travail. J'étais hier dans une organisation qui se trouve d'ailleurs tout près de vos studios, qui s'appelle Avratech, qui insère les orthodoxes dans le monde de la high-tech, qui leur permet à la fois de continuer à étudier la Torah, mais aussi d'acquérir une qualification et de pouvoir travailler dans les plus grandes entreprises israéliennes comme Mobileye ou Waze ou Intel ou que sais-je encore. Et le responsable de cette organisation me disait qu'il y avait une demande de plus en plus forte de la part de jeunes orthodoxes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, pour travailler, pour prendre part à cette fameuse Startup Nation. Et ça, on le sent évidemment dans tous les secteurs. Maintenant, effectivement, il y a des conservatismes, il y a des réticences qui sont héritées de l'histoire très complexe et très longue de la société orthodoxe qui, d'une certaine manière, bloque, en tout cas entrave cette intégration. Et je pense qu'un drame comme celui de Méron est de nature à permettre à chacun de faire le bilan, d'examiner ses actes et de progresser vers plus d'intégration dans la société israélienne. Je continue quand même sur les dirigeants qu'on entend peu d'ailleurs depuis ce drame de Méron, que ce soit les ministres orthodoxes ou les dirigeants, les rabbins. Est-ce que vous pensez qu'ils vont suivre ce mouvement ? Oui, j'en suis absolument convaincu parce qu'encore une fois, il y a une véritable demande de la base et les dirigeants orthodoxes eux-mêmes ont beaucoup évolué. Il faut
comprendre d'où on vient, il faut se pencher sur l'histoire. Quand le sionisme est émergé, il y avait une réticence extrêmement forte, extrêmement radicale de la plupart des orthodoxes, à part, je dirais, une infime minorité rassemblée autour du rabbin Kook. La plupart des dirigeants orthodoxes étaient très opposés au sionisme. Il faut se rappeler que dans les années 20, il y a eu une affaire retentissante avec une collaboration du monde orthodoxe avec les dirigeants arabes, palestiniens, et une opposition évidemment de la Ghana qui a abouti avec l'assassinat pur et simple d'une figure éminente de la communauté orthodoxe en pleine rue à Jérusalem. On voit bien qu'on n'en est plus du tout là. Depuis un siècle, tout cela a progressé. Les orthodoxes ont commencé par accepter de voter, ensuite par accepter de participer à des coalitions et de plus en plus, je dirais, de manière de plus en plus active, jusqu'à accepter des ministères extrêmement importants, comme le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur. Donc on voit bien que tout cela est en mouvement et que les dirigeants orthodoxes eux-mêmes, malgré une idéologie qui parfois est incompatible avec le sionisme, eh bien, les dirigeants orthodoxes eux-mêmêmes, petit à petit, vont devoir participer pleinement à la vie de la nation. Ils n'auront pas le choix, en fait, compte. Ils n'auront pas le choix puisque c'est la réalité, d'une certaine manière, qui les pousse à cela. Dernière question, Stéphane Amar. Dans quel domaine vous pensez que ce changement se fera le plus vite ? Alors, on le voit très bien, c'est déjà dans le domaine, je dirais, du monde du travail et en particulier de la haute technologie. Encore une fois, pour une raison de réalité, pour des impératifs de réalité, il est évident que, à cause de l'explosion démographique du monde orthodoxe, il n'est plus possible d'étudier à plein temps pour la plupart maintenant des orthodoxes. Il faut ramener de l'argent. Il y a aussi cette envie des orthodoxes tout simplement de s'épanouir personnellement, de s'épanouir professionnellement, et donc notamment à travers de véritables carrières et pas seulement des carrières au rabais, je dirais. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent très fortement. On le ressent également dans le monde de l'armée. Et il y a beaucoup de jeunes orthodoxes qui veulent participer à la défense de la nation, qui veulent intégrer des unités combattantes. Et on va le voir, je pense, dans les mois, dans les années qui viennent, dans le monde politique, où les partis orthodoxes ne formeront plus des sortes de lobbies, si vous voulez, de défense de groupes d'intérêt, mais véritablement des partis politiques avec des programmes généraux qui touchent à l'économie, qui touchent à la santé, qui touchent à l'écologie, qui touchent à la défense, et qui participeront pleinement à la vie politique de la nation. Stéphane Amar, journaliste sur le monde orthodoxe après ce drame à Méron. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité. Merci Olivier. Bonne journée.